Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, Manager pour un monde meilleur. La manière dont nous manageons nos équipes et nos organisations a un impact sur le vivre ensemble de notre société. Vos collaborateurs portent au dehors ce qu'ils ont vécu avec vous, en approbation ou en opposition. Mais ils le font. Si vous avez un management autoritaire, vous contribuez à l'avènement d'un monde autoritaire. Si vous avez un management laxiste, vous contribuez à l'avènement d'un monde de pagaille. Si vous avez posé des valeurs pour cadrer votre management, alors elles influenceront la vie dehors. Jean-François Aubrist, quand il dirigeait l'entreprise Favi, avait posé 2 valeurs entre lesquelles tout était possible et hors desquelles vous étiez hors jeu. L'homme est bon et le client est roi. Selon ces valeurs, vous managez ou vous gérez l'entreprise et impulsez cela dans le monde. D'ailleurs, nous avons l'habitude d'utiliser indifféremment les 2 termes de gestion et de management dans la dynamique des organisations. Mais regardons de plus près. Si nous avons 2 mots distincts, ce n'est pas pour rien. Effectivement, quoi que nous en ayons fait, ils ne sous-tendent pas la même réalité. Alors, je vous propose de commencer par jeter un œil sur leurs étymologies. Tous les dictionnaires étymologiques s'accordent à dire que le terme de gestion est issu du mot latin gestio, gestium, gerer, qui renvoie à la notion d'exécution. Il a le sens de porter, d'où le sens de gestation et de toute sa chaîne d'actes, de la fabrication à l'expulsion, la naissance. Il concerne aussi toutes les fonctions des intestins. Il a aussi donné le mot en ancien français gester, faire, exécuter, qui donna notre terme geste et ses dérivés. Si gérer renvoie donc au faire et à l'exécution, comme la gestion des affaires, comptabilité, commerce, planification et investissement, dans la mise en œuvre de ressources pour atteindre les objectifs fixés, il n'en va pas exactement de même pour le terme de management. Issu de l'expression latine manu agere, faire à la main, il va porter bien des développements de sens assez singuliers. Nous l'utilisons actuellement dans son acception anglo-saxonne, où il porte le sens de se débrouiller ou faire avec. Il contient ce sens de bricolage et d'adaptation qui correspond bien à cette culture, surtout dans sa déclinaison américaine. Il a donné en italien le mot polysémique maneggiare et les mots français de ménage et de manège. Les notions d'exécution et de routine, de cycle, y sont présentes. Mais revenons un instant au très intéressant mot italien. Il y a 3 sens particuliers bien éclairants, plus une particularité linguistique intéressante que nous allons voir. Dans l'expression maneggiare la spada, manier l'épée, ou maneggiare il coltello, jouer du couteau, nous retrouvons le sens premier du faire à la main, renvoyant à une expertise, un savoir acquis, une agilité singulière. Par ailleurs, l'expression maneggiare una faccenda, conduire une affaire, ou encore maneggiare soldi, brasser l'argent, renvoie à la compétence de gestion et surtout à l'intelligence à le bien faire. Mais s'y trouve aussi le sens de manipuler, comme dans l'expression maneggiare il mercato, manipuler le marché. Reste l'expression maneggiare un cavallo, conduire, dresser un cheval. Celle-ci convoque la notion de couple manager-manager. Elle pose la conception d'une relation interactive entre les parties, impliquant la connaissance de l'autre, donc une attention particulière, mais aussi la conscience de la complémentarité, de la rencontre de 2 représentations, de 2 intelligences. Le cavalier sait qu'il a besoin de sa monture pour réaliser ce qu'il veut ou a à faire. Il ne peut en aucun cas le réaliser tout seul. Par exemple, dans un concours d'obstacles, la situation est claire. Le cheval, de son côté, fera ou pas une promenade sur la piste sans autre forme de procès. Mais le couple, alors, prend un plaisir réciproque dans la co-construction. Et puis, il y a cette singularité linguistique. Le verbe maneggiare est transitif en italien et l'expression maneggiarsi signifie s'évertuer à. Intéressant, non ? Ainsi, autant le terme de gestion relève d'une conception mécaniste des choses, autant le mot management relève, lui, d'une conception organique et vivante des choses. Cette acception est donc tout à fait proche du concept d'humanisme. Dans une approche de ce type, l'autre est même bien plus qu'un partenaire. Il est une intelligence autonome, créatrice et contradictoire, invitée dans le débat pour cela. Elle y est invitée justement pour qu'elle apporte toute cette richesse qui se développe dans l'interaction.
La gestion s'en moque, elle est simplement comptable. L'autre n'y est considéré que comme un outil. Toute l'intelligence investie dans la réalisation n'est que celle du patron, sorte de sachant sourd et aveugle. Dans le cas, la gestion se coupe définitivement un bras et ceci est bien handicapant pour atteindre le meilleur résultat. Le management, par définition, est donc bien un humanisme comme nous l'indiquions en 2014. Nous avons montré alors en quoi l'humanisme était efficace en management, parce qu'une organisation était faite d'humains réfléchissant quoi qu'il en soit, et que ce partenariat dont relevait le management était plus que bienvenu. Nous avons montré en 2017, dans Management humaniste, les raisons de la métamorphose, que ce management-là était devenu incontournable avec l'évolution sociétale. Nous allons voir ici qu'il est aussi incontournable dans le développement de soi, et que ce dernier est tout aussi indispensable à la construction d'un management efficient, et de plus qu'il a un réel impact sur l'évolution sociétale. Alors, suis-je en train de dire qu'une société efficiente est une organisation sans chef ? Où tous et chacun est une personne libre et efficiente, qu'elle apporte son intelligence et ses savoirs au service d'un objectif commun, et ce dans l'écoute et le respect de chacun ? Peut-être. Nous allons voir. Chapitre 1 : Une récession managériale ordinaire. Il existe en France bien trop de managers qui considèrent leurs collaborateurs comme des imbéciles ou des adversaires. C'était la vision de Frederick Winslow Taylor, dès ses premières publications en 1893. Cependant, nombre de ces managers sont passés par des écoles dédiées, comme les INSET, HEC, ESSEC, ENA et autres écoles dites de commerce et de gestion. Elles enseignent la gestion, pas le management. J'ai aussi beaucoup évoqué les logiques de territoire, celles des nomades et des sédentaires où se croisent les logiques d'intérêt personnel. Il y a toujours cette schizophrénie de commandement, où le patron est partagé entre des buts et intérêts individuels, et les buts de l'institution. Comme je l'ai déjà évoqué, le management a tué l'acteur sujet. Cette mort du sujet, dans l'organisation, est due à une vision mécaniste des organisations. Cependant, nous savons maintenant que l'organisation a tout d'une dynamique organique, donc vivante. Alors que la sociologie montre le retour de l'acteur, l'organisation veut s'organiser sans lui. C'est donc bien là une récession managériale historique. Mais il y a comme une obstination totalitaire dans nos managements, quelque chose de l'incontournable autoritarisme que l'on nomme pudiquement autorité. Elle s'ancre sous des formes discrètes dans une pensée totalitaire tout à fait remarquable. Essayez seulement de dire à votre patron qu'il a tort, qu'il se trompe, que sa stratégie n'aboutira pas à ce qu'il souhaite ou vise. Des jours malheureux s'ouvrent alors à vous, des résidences placards vous enferment pour un bon bout de temps, avec toutes les discriminations et maltraitances imaginables ou non, il faut tuer le fou du Roy. Les exceptions, avec des managers humanistes, dans des entreprises portées par leur posture, ou dites libérées ou encore autonomisantes, voire démocratiques, confirment la règle d'une tendance majoritaire, le temps du passage, parfois éphémère, du dit patron providentiel. Comme je l'évoquais dans un chapitre d'un précédent ouvrage, le poisson pourrit toujours par la tête, c'est celle-ci qui oriente toute la culture managériale, toutes les stratégies, qu'elles soient de communication, d'action ou managériale. Vous pouvez tenter, comme j'y ai beaucoup contribué, d'insuffler un style de management par le milieu de la pyramide, les managers intermédiaires ou de proximité, espérant une propagation par capillarité ou exemplarité, cela ne sert à rien. Cela n'influence en rien un quelconque changement global. Ceci n'oriente pas la politique managériale de l'ensemble. Il faut toucher la tête et là, seulement là, le changement peut opérer. Mais il nous faut garder en conscience que les managers ne sont pas éternels, et que d'ici 1 à 3 ans ils bougeront. Tout sera à refaire avec le successeur. Sachant que la culture managériale française est plutôt bureaucratique, tout cela ne sera donc pas si simple. Pourtant le monde change, le monde évolue et s'il ne le fait pas par ses institutions, par quoi le fait-il donc ? Par les marges ? Ce n'est pas dans le haut des organigrammes que les influences s'opèrent, mais dans les boudoirs, dans les alcôves, dans les couloirs, près de la photocopieuse ou de la machine à café. Les lobbyistes le savent bien. Rien ne sert de faire une révolution. Il suffit d'approcher les articulations du pouvoir, ceux qui écrivent les lois, ceux qui rédigent les notes, ceux qui font les rendez-vous.
Ce sont les secrétaires, les conseillers, les chargés de mission qui, la tête dans le guidon, l'oreille sur le téléphone, la main sur le clavier, l'œil sur les événements, ont le vrai pouvoir d'influence. Nombre d'entre eux ne le savent même pas. Et pourtant ils sont les personnes de confiance des patrons, leur canne blanche, mais aussi leur talon d'Achille. Il me souvient de ce vice-président de talent, homme d'écoute, d'attention et de réflexion, qui avait perdu la main sur les décisions de la mission qui lui avait été confiée, celle qu'il devait présider. Une confiance importante laissée par son président au directeur général avait fait de ce dernier le véritable décideur de l'organisation, lequel, en vieux briscard, s'était délesté des conseillers, consultants et autres experts hérités de son prédécesseur. Monté per gradus debitos du socle au sommet, il avait bien compris que c'était cette catégorie d'acteurs qui tenait les rênes des institutions. Il s'était donc fait le conseilleur et le conseiller. Il tenait toute la stratégie de l'institution dans sa main en même temps que les moyens, aux dépens de quiconque, même dédié. Informer ou agir sur le cours de sa stratégie passait donc par le contact rapproché. C'est ce que je tentais par déontologie. Si je sais quelque chose que mon patron ne sait pas, je fais une faute. Mais un quidam qui savait risquer là ses propres plumes, a tout fait pour me priver du fameux contact. Peine perdue. Le temps est un allié redoutable. Nous sommes donc bien souvent dans une partie de jeu de pouvoir, de jeu d'acteurs orientés et non dans la construction d'une quelconque cathédrale. C'est comme ça. Il nous faut juste rester dans nos propres valeurs, et laisser le temps au temps. Alors peut-être, un autre futur d'action se prépare. Chapitre 2, et si nous parlions de connaissance management ? Et si nous parlions de connaissance management, ou même de conscience management ? C'est-à-dire de tout un art d'agir sur le monde et les choses, non pas à partir de l'extérieur, à savoir par la pression, la force ou l'obligation, commandement, manipulation, etc., mais par l'intérieur, juste par la prise de conscience que nous sommes partie prenante d'un tout, que toutes les parties font partie du système et qu'elles interagissent en permanence. Il suffit donc d'entrer dans ces interactions, de pénétrer dans le système non pas pour en prendre possession ou pour une quelconque maîtrise, action externe, mais pour s'en enrichir, le comprendre et interagir. Pratiquer un art, quel qu'il soit, est une action d'attention et d'efficience. Elle est en sorte une voie vers des connaissances, vers la conscience de l'universel. Chanter, danser, jouer, peindre, sculpter deviennent une méditation qui fait surgir du réel de la matière. Eric Clapton, dans une interview, se décrit non pas comme un créateur, mais comme un passeur, comme si la musique le traversait, et qu'il n'était qu'un média destiné à la rendre aux autres, pour la rendre là, pour faire qu'elle soit là. L'artiste, média de la conscience, médium entre des mondes de réalité, nous renvoie à l'intuition des connaissances qui nous manquent. C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Écrivait Henri Poincaré. S'ouvrir à ces consciences, c'est bien constituer ou reconstituer ces ponts, ces liens, ces passerelles qui nous manquaient. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire avec, nous débrouiller, selon nos projets et tout ce que nous avons à faire. On bricole, on s'en arrange, on se débrouille, on manage. Et si, en cette occurrence, nous lâchions nos obligations culturelles pour réaliser ce qui nous tient à cœur, et tout ce qui dort au fond de nous? Et si nous puisions la connaissance des choses et du monde dans l'introspection, dans l'intuition, comme nous l'indique le philosophe et physicien Marc Alévi? Bien d'autres auteurs nous le suggèrent aussi, de Rabelais à Shakespeare, d'Ésope à Victor Hugo, de Rimbaud à Van Gogh, de Schopenhauer à Saint-Exupéry, etc. Voici quelques phrases types à méditer dont chacun reconnaîtra son auteur. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Gémir sur un malheur passé, c'est le plus sûr moyen d'en attirer un autre. Sur la flèche qu'il atteint, l'oiseau reconnaît ses plumes. Faites attention de ne pas perdre la substance en empoignant des ombres. Ce que vous pensez habituellement détermine largement ce que vous deviendrez à terme. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Qu'est-ce qui nous manque pour être heureux, quand on a tout pour l'être et qu'on ne l'est pas? Il nous manque la sagesse. L'apparence est quelque chose d'absolu, mais la réalité est interdépendance, pas absolue. Regardez les situations sous tous les angles, et vous deviendrez plus ouvert. Le monde est gagné par ceux qui le laissent aller. La nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est accompli. Lorsque je me laisse aller à être ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être.
Réjouissez-vous de la manière dont sont les choses. Quand vous réalisez qu'il ne manque rien, le monde entier vous appartient. Tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Au fond, Dieu veut que l'homme désobéisse. Désobéir, c'est chercher. Je est un autre. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. La réalité n'est jamais qu'un objet pour un sujet qui le regarde. Que le sujet s'en aille et l'objet disparaît. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Nous prêtons une attention considérable au développement du cerveau, et nous prenons le développement des sentiments pour un acquis ordinaire et dérisoire. Le bonheur est une conséquence, pas un but. Connaître, ce n'est point démontrer ni expliquer. C'est accéder à la vision. Etc. à suivre. Chapitre 3, Management, le stupide retour du bâton. Les contraintes économiques et financières fondent ou hypothèquent les moyens des organisations. Leurs managers, plus gestionnaires que dynamiseurs, se retaylorisent. Il faut faire confiance aux chiffres, proclament-ils. Ils sont têtus et ne mentent pas. Peut-être, mais cette pratique pourrait bien constituer une erreur profonde due à une posture par trop mécaniste et gestionnaire. La peur de perdre provoque un resserrement des comportements sur des pratiques habituelles, et pas nécessairement les meilleures, c'est-à-dire celles qui sont teintées de l'image de la rigueur, le chiffre. Comme le disait une médecin du travail, très impliquée dans le champ de l'humanitaire, les chiffres disent n'importe quoi sous la torture. Comme nous l'avons plusieurs fois indiqué, l'avantage concurrentiel des organisations se trouve dans cette intelligence pratique dont les collaborateurs sont porteurs tant individuellement que collectivement. L'idée que l'erreur puisse être humaine, au lieu de penser à l'intelligence créatrice de l'humain, développe chez les managers et les dirigeants une irrépressible envie de tout diriger, de tout contrôler, de tout faire à leur sauce et à la place de tous. Mais pendant qu'ils contrôlent, ils ne travaillent pas. Pendant qu'ils contrôlent, ils adressent un message fort à tout le monde: vous n'êtes pas fiable. Comment voulez-vous après cela que les 10 collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, s'investissent et s'engagent dans leur mission? La peine est perdue et c'est peine perdue. Les bras leur tombent le long du corps. Ils vont dès lors faire le minimum syndical. Ces pratiques prétendument managériales en ont fait des adversaires. Ils pensent qu'il leur reste à maîtriser cette résistance à leur management, résistance qu'ils pensent mécanique. Ils pensent aussi qu'il va leur falloir user de force et de pression, les obliger à. Ainsi, le bâton refait son apparition dans les entreprises et organisations. Contraindre. Voici le maître mot du management directif, celui qui ne donne plus rien de bon dans nos organisations. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde plus confortable, dans un monde où l'acteur client s'est vu dorloté et reconnu sur sa capacité de choisir, draguer même, confère mes articles sur l'ultra-consommation. Et vous imagineriez que ces acteurs-là puissent se soumettre à ces pressions-là ? Pressez-les, et vous les verrez disparaître dans tous les recoins cachés de votre organisation. C'est ce que j'appelle la politique du noyau d'olive. Pressez dessus pour le maintenir là et il disparaît sous le buffet. Nous voyons ainsi nombre de dirigeants d'organisations qui, pensant résoudre radicalement les problèmes de rendement ou de qualité de production, souhaitent avancer plus vite. Ils décident alors en petits comités de solutions non partagées, voire d'abord secrètes, qu'ils imposent au plus grand nombre. Je pense à ces départements de la territoriale, repris en main par de nouvelles équipes dirigeantes qui se voient reprocher d'avancer trop vite alors qu'elles avancent, en fait, bien plus et bien trop lentement. Pourquoi ? La réponse s'impose. Elles voudraient avoir, en plus de l'obéissance, l'adhésion spontanée, voire de droit des acteurs. Dès lors, les résistances pour manque de sens se développent. Les dirigeants imposent et tentent le passage en force dans les instances paritaires. Les organisations représentatives du personnel bloquent alors, pratiquent le zèle que permettent les instances et le processus de changement se ralentit inexorablement. Les équipes dirigeantes passent outre parce qu'elles en ont le droit et le nœud se resserre plus loin, plus dur, plus fort. De manière seulement stratégique, si les dirigeants considèrent le partenaire social comme un adversaire empêcheur à avancer à sa guise, les choses se passent inexorablement comme cité ci-dessus. Si les dirigeants considèrent les partenaires sociaux comme de véritables partenaires avec qui ils pourront organiser le changement,
alors les choses se passent très rapidement. On retrouve cet accomplissement dans des accords locaux et globaux, à la mesure des problématiques de terrain que connaissent parfaitement les gens de terrain. Bien entendu, la décision n'est plus exactement celle prévue par la direction. Mais elle est forcément plus adaptée à la situation et aux acteurs eux-mêmes. Ainsi, deux voies s'ouvrent à nous. Partager en toute intelligence les finalités et les nouvelles raisons d'être des organisations en laissant les collaborateurs initier les comment s'y prendre, ou bien tenter le passage en force et alors les noyaux d'olive disparaissent sous les buffets, voire reviennent en plein visage. Lors d'un atelier de partage des pratiques en management, le groupe débattait de la question du temps autour de la préparation ou de la réparation des réorganisations. Je leur faisais remarquer qu'une seule lettre différenciait les deux mots, le P, et que sur le Scrabble du management, cette lettre tombait toujours sur la case mot compte triple. À savoir que le temps que vous ne passerez pas à préparer sera rapidement multiplié par 3 pour réparer ce que vous venez d'imposer. Voilà pourquoi la tentation du retour au management par le bâton s'avère être une démarche quelque peu stupide. Chapitre 4 : Intelligence et position sociale. Posons a priori que l'intelligence n'a rien à voir avec les grades, les fonctions et les diplômes. Gardons en tête qu'ils n'en sont même pas les symptômes. L'intelligence est, me semble-t-il, cette capacité mentale à comprendre l'environnement et à se préparer à en faire quelque chose, ou à s'y adapter. Cette faculté est nécessaire à toutes les fonctions, à tous les métiers ou autres niveaux sociaux. Elle a permis à l'être humain de s'installer partout dans le monde, même dans des environnements les plus improbables comme aucune autre espèce animale n'a su le faire. C'est là une définition qui me suffit. J'ai rencontré des gens à la fonction professionnelle ou sociale particulièrement modeste, et avec une histoire de vie au parcours et circonstances telles que l'on pouvait dire qu'ils ne se trouvaient vraisemblablement pas raccord avec leurs appétences et leurs compétences. Par là même, ceux-ci ont pourtant fait preuve de capacité de réflexion, d'analyse et de synthèse bien au-dessus de la moyenne. Ils développaient à cet effet un esprit critique qui bousculait la bien-pensance et les pensées courtes. On disait d'eux qu'ils avaient du vécu. J'ai, bien entendu, rencontré aussi des gens socialement bien placés qui ne présentaient pas pour autant les capacités d'esprit ou les qualités personnelles attendues ou espérées. Ceux-ci avaient développé une certaine propension à user des pensées courtes précitées, associées à ces formules et représentations du domaine du prêt-à-penser. J'ai eu, à l'évidence, infiniment moins de plaisir à les côtoyer. J'avais cette affreuse sensation de croiser des copies de personnes, pas les personnes elles-mêmes. Je me suis souvent demandé d'où leur venaient ces comportements réducteurs. J'ai cru comprendre à l'aune de la sociologie des représentations sociales, qu'il s'agissait de visions d'eux-mêmes et du monde localement et socialement partagées. D'autres comportements, gestes, attitudes et postures physiques semblaient aussi être partagés par eux comme des rituels d'appartenance ou de reconnaissance. Ils les tenaient de leurs chères études. D'ailleurs, il m'est donné de regarder comment les personnes bougent, se comportent, se posent, marchent. La posture qu'elles adoptent constitue, dit-on, un miroir de l'âme. Certains semblent marcher sur des œufs, d'autres semblent enracinés dans le sol, d'autres encore semblent glisser dessus, en évitement constant, etc. Ces postures physiques parlent de leur posture mentale, celle-là même qui porte leurs actions et leurs réflexions. Peu en ont conscience. L'intelligence nous sert aussi à revisiter certaines postures mentales. Car si c'est bien elle que l'on retrouve au cœur de tout ce que nous sommes, et de tout ce que nous faisons, cette intelligence doit être la plus lucide, la plus efficiente, et surtout conforme à celle que nous rêvons d'avoir en la développant. L'intelligence, terme générique, peut donc s'estimer, s'évaluer à l'aune de nos capacités à changer de posture. C'est bien en la faisant évoluer dans le sens d'une adaptation continue à l'environnement, qu'elle va devenir meilleure, sinon, la meilleure. L'intelligence est donc souplesse. Elle épouse les formes et les conditions du contexte, afin que nous puissions en tirer le meilleur parti. Elle n'est ni dogme, ni rancœur, ni violence. Mon ami William Carranza, consultant expert en sûreté, m'en faisait un matin la remarque. La réponse aux contraintes d'un système, voire du système, est toujours personnelle et individuelle, comme elle l'a continuellement été depuis la nuit des temps. Que le système soit l'environnement naturel ou l'environnement économique, la problématique reste la même.
Bien qu'entachée de culture et de représentation sociale, la réponse est bien d'essence personnelle et individuelle. Nous ne sommes pas les patrons du système naturel qui nous environne, ni du système économique dans lequel nous interagissons. Ce serait en cette occurrence un fantasme de toute puissance qui nous y inviterait. De la même manière que nos anciens se sont adaptés aux changements naturels, climatiques ou saisonniers, nous nous adaptons personnellement et individuellement au système capitaliste néolibéral, mais aussi à tout autre, là où règnent des logiques de pouvoir et de territoire. Mais voilà que je tourne autour du pot, sans indiquer ce que l'on peut entendre sous le concept d'intelligence. Le bon sens commun n'en dit pas grand-chose. Il considère juste que l'intelligence est un ensemble de facultés mentales permettant de comprendre les phénomènes et les relations entre les choses et les objets, à fabriquer des modèles à penser le monde. Cette conception m'apparaît quelque peu incomplète, peut-être même insatisfaisante. L'intelligence me paraît ce processus symbolique et associatif qui permet à la personne de s'adapter au monde de la meilleure des manières. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.